Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc complètement incroyable. Un truc qu'on aurait tous dû apprendre à la maternelle et qu'on aurait dû pratiquer tout au long de notre vie. On va regarder comment planter un arbre. On me demande tout le temps dans les formations quand est-ce qu'on plante un arbre. Eh bien c'est maintenant. Maintenant, en automne ou en hiver. On est au mois de novembre et on approche de la Sainte-Catherine. Alors pourquoi planter le 25 novembre à la Sainte-Catherine? En fait, la Sainte-Catherine, la fin novembre, correspond au moment où les feuilles des arbres tombent. C'est donc plutôt au moment où l'arbre commence à perdre ses feuilles qu'il est bon de le transplanter. Chez nous, ça correspond à peu près à la Sainte-Catherine, c'est même un petit peu plus tôt. Pour d'autres, ça va être plus tard. Si vous êtes en montagne, ça sera même beaucoup plus tôt, début novembre par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand les plantes perdent leurs feuilles? Pendant les 10 jours qui suivent la chute des feuilles, les arbres font une dernière poussée racinaire. La sève redescend, on a une dernière croissance, il y a des exsudats racinaires, l'arbre transpire de la sève, nourrit les micro-organismes et libère des radicelles qui sont mangés par les vers de terre. C'est donc un moment charnière qui prépare le printemps. Mais si, comme nous, vous loupez le moment de la Sainte-Catherine parce qu'il pleut, que la terre est trop lourde, pas de souci, vous avez tout l'hiver pour planter vos arbres et c'est pas un gros souci. Quand on dit que tout bois reprend racine, c'est que ça concerne toutes les plantes ligneuses, celles qui font du bois. Ça peut concerner les arbres, mais aussi les arbustes et les arbrisseaux. C'est donc le moment de sortir de terre vos porte-greffes, de déterrer, de transplanter, de changer de place vos arbres ou d'aller à la pépinière chercher vos arbres. Et ça tombe bien, à la pépinière on y est. Et comme on va parler de racines, je vous propose qu'on sorte tout de suite notre pommier qui est déjà là depuis bien trop longtemps. Allez, on y va. Alors si, comme maintenant, vos arbres ont encore quelques feuilles, mais que c'est le moment qu'ils les perdent naturellement, il va falloir les enlever. Pourquoi est-ce qu'on enlève les feuilles ou pourquoi est-ce qu'on attend que les arbres n'aient plus leurs feuilles pour les déterrer? Eh bien tout simplement pour être sûr qu'ils ne transpirent pas. Si on les sort de terre, qu'ils ont les racines à nu et qu'ils transpirent, les racines vont se dessécher. Alors ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Et c'est aussi pour cette raison qu'on ne met jamais les racines à nu d'une plante persistante. On a une terre bien lourde. Et on va aller voir ce qui se cache. On va regarder ce qui se cache derrière cette terre un peu lourde. Des vers, des vers. Alors voilà notre racine. Malheureusement, on a dû couper la racine pivot. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas planter des arbres trop âgés. Celui-là a déjà 2 ans de pépinière. Et c'est déjà un peu trop pour lui sortir sa racine pivot. La racine pivot, elle lui sert beaucoup d'ancrage, elle lui donne aussi sa vigueur. Alors c'est pas un drame, il va en refaire une de racine pivot. En plus, il est greffé sur un porte-greffe franc, sur du pommier Beatonfielder. Il va en refaire une secondaire comme ça. Mais c'est jamais très bon pour la vigueur et la longévité de l'arbre et ça lui demande aussi de l'énergie à refaire. C'est pour ça que nous, on aime autant que possible semer les arbres en place et les greffer en plein champ. Mais ce qui est beau à voir, c'est qu'il a quand même plein de petites radicelles. Et ça va nous garantir une bonne reprise. C'est un des gros avantages de la racine nue. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des arbres en racine nue chez votre pépiniériste. C'est que vous allez regarder le système racinaire. C'est ça qui va déterminer si votre arbre reprend bien l'année prochaine ou pas. Le haut, à la limite, on s'en fout. L'arbre se refait tout le temps, vous pourrez toujours le tailler si besoin et lui retrouvera sa forme. Par contre, les racines, ça va vous faire gagner ou perdre un an. C'est ces petites radicelles qui sont au bout des racines qui permettent l'alimentation de la plante. Donc si l'arbre en a déjà un certain nombre, ça va garantir que la première année, il puisse s'approvisionner en eau et en sels minéraux. Donc ces petites radicelles, elles vont être précieuses pour nous.
Alors sur cet arbre, on voit bien les petites racines secondaires qui portent les radicelles. Et ces petites radicelles sont très sensibles aux UV et au dessèchement. Elles n'ont pas l'habitude d'être à l'air. On va vite les protéger. Vous pouvez vous munir d'un drap humide, c'est l'idéal, ou plus simple, au moins d'un sac plastique qui ne soit pas transparent. Il y a plein de sacs de récupération possibles. Nous, on utilise facilement des sacs de terreau. Il y en a plein les poubelles des jardineries. On prend un sac, on le cache, on le met là-dessus. Si vous rentrez de chez votre pépiniériste, surtout pas la plante sur le toit ou dans la remorque, ça dessèche tous les tissus, tous les bourgeons et surtout toutes les racines. On protège notre plante, on cache les racines et on va le mettre dans notre jauge. Ah, et si on regardait à quoi ressemblent les racines de l'amélanchier pour comparer un arbuste et un arbre? Ça pourra bien aller ensemble, l'amélanchier et le pommier. On a des amélanchiers du Canada qui sont justement en train de perdre toutes leurs feuilles. Touc, touc, c'est fini. Ah ben voilà, un système racinaire d'un arbuste. Ça ressemble presque à ce qu'on a au-dessus. Plusieurs racines secondaires, comme des petits pivots, mais pas trop. L'amélanchier du Canada n'est pas trop traçant. Si on avait pris son cousin, l'amélanchier ovalis, il aurait eu des racines traçantes en surface. Celui-là, il vient plonger un peu dans le sol. On a réussi à avoir presque toutes les racines. J'en ai abîmé juste un tout petit peu, une petite. Mais c'est pas trop un souci. Ça, c'est un amélanchier qui a 3 ans et qui est de semis, qui est parti de la graine. Il a pu faire ses racines, on l'a transplanté une fois quand il était petit. Et puis on voit que l'année dernière, il est venu chercher l'humidité un peu en profondeur. Bon, voilà encore un beau système racinaire. On va le mettre à l'ombre et au frais dans notre jauge avec le pommier. Alors, nous voilà à notre jauge. Une jauge, c'est un endroit où on peut stocker les arbres en attendant de les planter. Il faut simplement que les racines soient au frais, protégées des UV et dans un sol qui soit drainant pour pas que les racines pourrissent dans l'eau. La plante ne peut plus évaporer d'eau, elle ne peut plus en évacuer. Donc il faut vraiment que ce soit drainant. Et pour ça, le sable, c'est bien pratique. Si vous n'avez pas de sable, si vous n'avez pas préparé une jauge spéciale pour ça, parce que vous avez 3 arbres à planter cette année, c'est pas grave, un bon tas de terre suffira. Mais il faut que ce soit un tas, pas un trou, histoire que l'eau ressuie comme il faut. Voilà, donc simplement cacher les racines dans le sable ou dans la terre. Et voilà, maintenant on a le temps d'aller préparer notre trou de plantation. Alors, avant de partir chez le pépiniériste, choisir vos arbres, ou avant de partir en balade avec votre bêche, chercher des porte-greffes, prévoyez d'installer votre jauge, votre tas de terre, votre tas de sable. L'emplacement idéal, c'est un endroit où il ne va pas faire trop chaud, protégé du vent. Nous, on l'a placé au nord de la serre, sous les arbres, sous les pins qui sont persistants. Voilà. L'important, c'est que ça ne soit pas en plein cagnard, en pleine lumière ou plein sud. Alors c'est parti pour le trou de plantation. Dans les manuels, pour les bons élèves, faites votre trou de plantation 1 an à 6 mois à l'avance. Mettez un peu de matière organique au fond, nourrissez les vers de terre, ça se décompacte, vous éviterez de planter dans un terrain trop gras et mouillé. Mais si, comme nous, vous êtes bien occupés au printemps et en été, que vous oubliez ou que vous n'avez pas le temps de faire vos trous de plantation, c'est pas bien grave, on va les faire maintenant en hiver au mois de novembre. Alors, le principe est tout simple, c'est de mettre de côté la terre végétale qu'on va remettre en haut et de garder la terre du fond du trou pour le fond du trou. Donc on sépare les deux. On trouve même des petits vers
On a préparé les terrasses là au printemps dernier. On y a mis un peu de matière organique au fond, ça a quand même attiré les vers, ça a commencé à refaire un peu de vie dedans. Bon, je crois qu'on y est presque. Alors, quelle taille doit faire le trou de plantation? Moi, j'aime le faire à peu près 1/3 de plus que la taille des racines ou que la taille du pot. 1/3 à une demi-fois plus. Ça veut dire pas beaucoup plus. Le plus important, en fait, c'est que tous les contours et que le fond soit bien décompacté. Si vous avez un sol sableux, ça ne posera pas de souci. Mais en sol argileux, il faut bien vérifier que la bêche ou la pelle n'ait pas lissé les bords du trou. Sans ça, les racines risquent de tourner en rond, d'avoir du mal à percer les bords de la terre. Et on va regarder. On voit que le fond peut être un peu lisse. Alors c'est pas la pire des situations. On est quand même sur de la terre de remblai. Voilà, donc c'est pas trop moche, mais on va quand même faire attention à ce que le fond ne soit pas trop compacté et à préparer un peu le travail pour les racines. Voilà. Regarde là, ça a compacté au fond. Voilà. Si vous avez une terre lourde et argileuse comme la nôtre, on est à plus de 30% d'argile, c'est le bonheur. N'hésitez pas à faire un trou carré et pas un trou rond. Avec un trou rond, vous risquez de reproduire l'effet du pot, ça chignonne, ça tourne en rond. Avec un trou carré, au moins les racines rencontrent quelque chose, une paroi, un angle, elles rentrent, elles perforent. Voilà, bon après, en sol normal, en sol sableux, ça fait pas vraiment la différence. Mais chez nous, c'est le cas. Oh, on vient de trouver un joli petit pépère là. On a bien fait de mettre un peu de matière organique sous notre terrasse. Allez mon pépère, au travail. Bon, il ne reste plus qu'à aller chercher nos plantes et à les préparer. Alors ça y est, j'ai été chercher mes arbres dans ma jauge, je les ai remis dans mon sac et on va pouvoir les préparer. Commencer par notre pommier. Ce qu'on peut faire avec un bon sécateur, c'est tailler les petites racines qui ont été abîmées, celles qui ont été cassées, et puis raccourcir un petit peu les autres. Ça va permettre de stimuler la plante qui va refaire des petites radicelles. Alors c'est pas l'idée de toutes les enlever, il faut garder de la surface de radicelles pour qu'ils reprennent, mais ça stimule la plante et ça va nous aider aussi à la planter, à remettre la terre autour sans tout compresser, comprimer toutes les petites racines. Alors vous allez lire dans les bouquins, dans les manuels de jardinage qu'il faut réduire la partie aérienne de la plante. C'est à la fois vrai et faux. Si les racines sont beaucoup plus petites et ont été beaucoup taillées, beaucoup réduites, à ce moment-là, c'est intéressant de réduire la partie aérienne pour que la surface de feuilles qui transpire soit proportionnelle à la surface de radicelle. Sinon, la plante va se dessécher puisqu'elle va transpirer plus que ce qu'elle peut absorber. Donc il faut laisser le temps à la plante de refaire des radicelles pour ensuite, dans un deuxième temps, rééquilibrer la surface de son feuillage. Par contre, je trouve que c'est une très mauvaise idée de tailler à la Sainte-Catherine. Le meilleur moment pour tailler une plante, c'est juste avant qu'elle redémarre, qu'elle fasse ses bourgeons, ses feuilles, qu'elle débourre. C'est le moment où la sève remonte et où elle peut cicatriser. Si je taille maintenant, en fin d'automne, la plante va passer tout l'hiver avec sa plaie ouverte, incapable de cicatriser. Voilà, et c'est la porte ouverte aux maladies, aux champignons. Donc on reviendra éventuellement le tailler, mais au printemps, à la sortie d'hiver. Alors ça y est, notre pommier est prêt à être praliné. C'est le moment de sortir notre potion magique. Alors le pralin, c'est un grand mot pour parler d'une boue liquide qui va recouvrir les radicelles. Mais il y a quelques petits secrets pour bien le réussir ou mieux le réussir. Donc la base du pralin, c'est tout simplement de votre terre, de la terre argileuse, donc ce n'est pas nécessairement que de la terre végétale, il faut qu'il y ait de l'argile avec de l'eau. La question qu'on me pose à chaque fois, c'est quelle quantité d'eau, quelle quantité de terre. Et l'idée qu'il faut garder en tête, c'est la consistance d'une pâte à crêpes. Alors ici, on plante régulièrement, un peu tout l'hiver, et on s'est préparé un pralin maison, mais qui va rester un peu tout le temps.
on s'est fait une bonne bassine qui est un peu large avec la place de tremper des racines qui prennent un peu d'espace. Dans ce cas-là, vous voyez, hop, là, on a de l'argile avec de l'eau. L'argile est sédimentée au fond, alors je vais le brasser un peu. Alors voilà, ça c'est notre pralin de base auquel on peut rajouter quelques petits ingrédients secrets. Donc, parmi ces ingrédients, de la bonne bouse de vache, on peut mettre aussi du crottin de cheval. L'idée, c'est pas que ce soit azoté, c'est que ce soit riche en micro-organismes. Donc tous les moyens de rajouter des micro-organismes utiles sont bons. Dans la bouse de vache, il y a plein de bactéries et de micro-organismes qui vont être favorables à la reprise des radicelles. Donc on va en rajouter un petit peu. Hop. Touiller la mixture. On peut aussi y mettre une petite lichette de lombricompost. Ça aussi, c'est plein de bactéries. Summum du raffinement, rajoutez-y une poignée de charbon. Le charbon, un charbon de bois, doit avoir été activé, c'est-à-dire chargé. Nous, on en met dans notre lombricompost. Vous pouvez en mettre dans votre tas de fumier, dans votre compost, dans vos toilettes secs. Vous pouvez en l'imbiber d'urine, d'extrait fermenté d'ortie ou de consoude. L'important, c'est qu'il soit chargé en minéraux et en micro-organismes. Ce charbon de bois, on va aller le mettre dans le pralin pour qu'il soit au plus proche des racines et de la rhizosphère, c'est-à-dire de tous les micro-organismes symbiotiques avec l'arbre. On peut cultiver des micro-organismes spécialement pour notre plantation ou pour notre jardin. Alors là, il y a plein de recettes qui sont à la mode en ce moment. Il y en a une qu'on aime bien ici, c'est la lithofère. La lithofère, c'est une recette qui a été présentée, remise au goût du jour par Terre et Humanisme. Allez sur leur site, il y a Valo qui a fait un très beau fascicule pour présenter toutes les étapes de cette recette. C'est en gros une recette pour démultiplier des micro-organismes de votre jardin ou de votre verger, surtout les bactéries lactiques qui sont des bactéries symbiotiques utiles. Parmi les recettes secrètes du moment, il y a tous les IMO, les micro-organismes indigènes. C'est encore une autre manière de multiplier les micro-organismes utiles. La lithofère, c'est une recette qui vient d'Amérique du Sud. Là, on a une recette qui vient du Japon. Il y a des recettes qui viennent d'Inde, il y a des recettes qui viennent du Québec, qui sont inventées. Vous allez trouver plein de recettes pour multiplier et démultiplier tous les micro-organismes de votre litière, de jardin ou du verger. Alors vous pouvez faire tremper votre charbon dedans ou en rajouter quelques lichettes dans votre pralin. Alors maintenant c'est la recette belge, vous trempez les racines dans la mayonnaise, hop, voilà, avec un peu de compote de pommes. Voilà, là on a notre bouse de vache, elle n'avait pas été bien mélangée, alors lui il va avoir sa dose de bouse de vache. Voilà, vous voyez, waouh, c'est beau tout ça. Alors l'idée, c'est que toutes les radicelles soient recouvertes de cette boue, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient assez liquides. Alors le but du jeu, c'est premièrement d'éviter que les radicelles sèchent pendant ou avant la plantation et même dans le trou de plantation si on ne remet pas toute la terre autour des racines et qu'il reste des poches d'air. Donc les radicelles resteraient séchées dans leurs poches d'air comme ça, toutes seules, les pauvres. Donc là, elles sont recouvertes d'une petite boue, ce qui leur évite de dessécher. Et puis, ça fait aussi une interface de contact avec notre terre. C'est-à-dire que là, la boue qui est dessus vient toucher la terre quand on va refaire notre trou de plantation et qu'en arrosant, aux premières pluies, le contact se fait et les petites radicelles, vous vous souvenez, ces toutes petites radicelles transparentes et toutes fines vont pouvoir se redévelopper rapidement. Et c'est ça qui compte, c'est qu'au redémarrage au printemps, tout se fasse rapidement pour pas que l'arbre manque d'eau. Allez, il n'y a plus qu'à faire la mélancier, pas de jaloux. Et voilà, ni une ni deux, un petit massage racinaire. Tout le monde est content. On va maintenant les emmener jusqu'au trou de plantation.
Alors première étape, mettre un tuteur. C'est toujours plus facile de mettre le tuteur avant la plante, on évite de lui endommager les racines. Je mets toujours mon tuteur du côté du vent dominant. Pour nous, c'est le nord, c'est le vent qui souffle le plus régulièrement. Ça évite que la plante ne tape tout de suite tout le temps contre le poteau. Ça fait que le tuteur retient la plante plutôt que de la rencontrer, la cogner. Hop. Maintenant, je vais pouvoir disposer mon arbre. Personnellement, je ne mets jamais de matière organique au fond du trou, surtout pas dans nos sols lourds et argileux. Je réserve la matière organique pour la surface, les 5-10 premiers centimètres, voire tout simplement en surface, comme dans la nature. Il est vraiment important de repérer l'interface entre le tronc et les racines. C'est ce qu'on appelle le collet. C'est un endroit où il y a beaucoup d'échanges gazeux et il faut éviter de l'enterrer. Donc ça va être notre limite. On va faire en sorte que la plante ne soit pas enterrée plus profondément que le collet, ou pas beaucoup plus. Je place donc mon collet à hauteur de mon sol. Voilà, je fais attention à remettre de la terre bien décompactée, légèrement et sans tasser. Voilà, je remets ma terre végétale en surface. Alors le collet est là, juste à fleur de terre, un tout petit peu plus bas. Je vais lui remettre quand même quelques poignées de terre parce que je prévois que la terre va se compacter avec l'arrosage, avec le temps. Donc je peux remonter quand même de quelques centimètres, histoire que le collet ne se retrouve pas non plus à l'air desséché. Voilà, avec le reste de la terre, toute notre terre de dessous, je forme une belle cuvette. Voilà, la cuvette qui va retenir mon eau pendant les orages d'été. Et voilà. Les arbres et même les arbustes n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. Au contraire, il ne faut pas mettre d'azote dans le trou de plantation. C'est pour ça qu'on n'en a pas rajouté dans le pralin, si ce n'est un tout petit peu de bouse de vache. Je vais quand même venir nourrir les micro-organismes et les lombriques, mais en surface. On va donc leur apporter un seau de compost. En l'occurrence, on a un peu de toilette sec, ça fera très bien l'affaire. Et puis, on va arroser et pailler. Alors voilà notre or brun, nos précieux excréments transformés en humus. Ils ont à peu près 1 an de compostage. Alors ça c'est quand même un peu riche, c'est pour ça qu'on le met en surface. Ça va faire le bonheur des vers de terre. Si vous n'avez pas le luxe d'avoir des toilettes secs, c'est pas grave, un bon compost de cuisine fera bien l'affaire. Même un compost de feuilles, un compost de jardin, tout ce que vous voulez, de la matière organique, c'est très bien. Alors je vais lui en mettre environ un bon seau. Comme on n'a pas de seau, on va faire 3 pelles. Ça fera bien l'affaire. Je ne vais pas en mettre tout près du collet, j'en mets autour. Allez, 2 pelles, ça suffira peut-être. Voilà. Alors tant qu'à faire de la grande cuisine, je vais aller lui chercher quelques feuilles de consoude. Alors avant de recouvrir tout ça, il va falloir que je plombe les racines. Plomber, c'est encore un grand mot pour dire arroser. Mais l'idée, c'est pas d'aller donner de l'eau à l'arbre, il n'en a pas besoin. C'est plus l'idée d'aller mettre en place la terre, que tout ça se tasse gentiment et délicatement. Ça va mettre en contact nos petites radicelles avec le sol, comme ça tout ça s'est collé et c'est prêt pour le printemps. Alors voilà un bon arrosoir pour plomber les racines, combler les vides et coller les radicelles. On va pouvoir maintenant mettre notre petite consoude. Vous savez que la consoude régale les micro-organismes. Vous pouvez en mettre dans votre compost, faire comme des lasagnes, en mettre régulièrement dans l'année. Là, je vais en mettre pour nourrir le sol. Hop. Et voilà.
Comme les micro-organismes ne vont pas monter sur les feuilles de consoude en plein soleil et qui bossent mieux quand il fait bon et qu'il fait tiède, je vais tout de suite recouvrir mon sol avec un bout de carton. J'aurais pu aussi mettre du paillage, du compost, ce que j'avais sous la main, mais le carton régale les vers de terre. Ils adorent la colle d'amidon ou de cellulose, la colle de cellulose. Alors on va leur en mettre et ça fera plusieurs fonctions. Voilà, je vais glisser un peu tout ça dessous. Si vous n'avez pas de consoude, vous pouvez mettre des tombes d'herbe, un peu d'azote, tout ce qu'il faut. Pour nourrir les vers de terre, il faut qu'ils se sentent chez eux. Et voilà. On peut même saupoudrer le carton de terre, l'ensemencer un petit peu en micro-organismes avec la terre qui reste sur les bords. Voilà, et on recouvre le tout de paille. Ça, c'est plus une question d'esthétique et de goût. Et puis, ça finit de durer un petit peu plus longtemps dans le temps aussi. Ça fera la deuxième partie de saison. Voilà, reste plus qu'à attacher notre arbre au tuteur. On n'utilise plus de ficelle, c'est trop dur, ça strangule un peu la plante. Là, on va prendre une bonne vieille chambre à air de vélo, usée bien sûr, et on va le mettre en 8. Alors voilà, on a notre tuteur, l'arbre est attaché. Pendant longtemps, j'ai pas mis de tuteur, je voulais que mes arbres poussent à la dure, je me disais qu'ils allaient mieux s'enraciner. Pourtant, c'est pas vrai, j'ai perdu du temps. Mes arbres se déchaussaient et avaient du mal à s'enraciner. Nos fameuses petites radicelles n'arrivaient jamais à être en contact avec la terre et l'été, elles cherchaient de l'eau. J'ai donc perdu quelques années. Mettez un tuteur, surtout les premières années. J'oublie aussi souvent, j'ai la tête dans les racines et j'oublie l'axe de l'arbre, la verticalité. Donc pensez aussi à mettre votre arbre bien vertical. Il a un tronc et ça lui fera du bien de se sentir vertical. Sinon, pas très grave, il compensera, mais quand même. Dernier petit détail, la sève circule principalement au nord. Donc si vous tournez l'arbre et que vous mettez le côté nord au sud, vous risquez des échaudures, c'est-à-dire le fait que la sève gonfle et fasse éclater le tronc. C'est surtout vrai pour des arbres un peu âgés, moins pour des jeunes arbres d'1 an ou 2. Mais si vous avez la possibilité de marquer le nord quand vous le déterrez vous-même, faites-le. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. C'était un tour un petit peu détaillé pour planter un arbre. En vrai, tout le monde peut planter un arbre. Si vous n'avez pas de consoude, pas de thé de compost, pas de charbon, peu importe, allez-y. Planter des arbres, ils se débrouilleront quand même, l'important c'est de passer à l'action. Alors voilà, comme on dit, le meilleur moment pour planter un arbre, c'est pas la Sainte-Catherine, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et si vous n'avez pas le temps aujourd'hui, faites-le quand même, c'est à la portée de tout le monde et en ce moment, il y en a bien besoin. Réchauffement climatique, érosion des sols, résilience alimentaire, tout le monde peut planter son arbre et ses arbustes. Ça stocke du carbone, ça nourrit les oiseaux, les insectes, etc. Vous le savez, je ne vais pas vous refaire toute la musique. Plantez, plantez, plantez des arbres. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Voilà pour notre haie fruitière, pommier, amélanchier, fixateur d'azote. On vous en parle au prochain épisode. Retrouvez aussi notre fiche détaillée sur comment planter un arbre sur notre blog jardin-forêt.fr.